Rebonjour, nous voici de retour pour la suite de notre enseignement sur la PFN, lieu et facteur de communion entre chrétiens et musulmans. Si vous vous souvenez, nous nous étions arrêtés avec la partie numéro 2 et le retour ici, c'est donc pour voir la partie numéro 3 de notre enseignement, la suite. Attachez vos ceintures, nous allons décoller. Dans le cadre de nos activités professionnelles en tant qu'éducateur, en tant que formateur dans les universités, en contact avec des jeunes qui sont très souvent à un moment critique de leur vie, où ils se préparent à des choses importantes de leur vie. J'ai eu l'opportunité, avec un cours tel que éthique, communication pour le développement personnel, à évoquer également avec ces jeunes, eh bien, la connaissance de leur corps et son fonctionnement et les différentes manipulations ou ce qui leur est proposé justement en matière de soi-disant planification familiale. Je vous donne ici le tableau panoramique des méthodes dites contraceptives dans sa présentation quasi complète. J'ai fait le tour de toutes les méthodes qui sont aujourd'hui proposées au public et je les ai mises dans l'ordre alphabétique en donnant de façon très objective les avantages et les inconvénients de chacune de ces méthodes. Et vous aurez vu déjà, il s'agit de méthodes dites contraceptives, donc contre la conception. Alors, déjà, ça veut dire que le choix est fait, un choix délibéré d'empêcher une conception. Mais voyons cela dans le détail. Le premier contraceptif dans l'ordre alphabétique, c'est l'abstinence. L'effet recherché, c'est la non-fécondation. Quelles sont les capacités réelles de cette méthode? Bon, empêcher une grossesse, cela peut empêcher une grossesse, mais ne permet pas d'en avoir. Voyez-vous, c'est à sens unique. Les faiblesses de cette méthode, c'est que ce n'est pas toujours facile. Et nous vous indiquons, comme pour toutes les autres méthodes, les contraintes et les mesures d'accompagnement. Eh bien, l'abstinence demande une bonne éducation dès le départ. Ceci veut dire que nos jeunes et nos moins jeunes, ils doivent recevoir une éducation qui leur permette de savoir maîtriser leurs pulsions. Les plus nobles, même les plus nobles, même les plus naturels, les orienter vers justement un comportement qui nous honore et qui honore la dignité humaine. Deuxième moyen contraceptif, c'est l'allaitement maternel. Ce qui est recherché, c'est toujours la non-fécondation. Quelles sont les capacités réelles de cela? Cela peut empêcher une grossesse, mais ce n'est pas, mais ne permet pas d'en avoir. Et ce n'est pas toujours évident, parce qu'il y a des femmes qui, même dans l'allaitement, il arrive qu'il y ait justement fécondation. Ce qui veut dire que, au point de vue faiblesse, ce n'est pas efficace à 100%. Et surtout les contraintes, il faut être très, très vigilant. L'anneau. L'anneau, ce qui est recherché également, c'est la non-fécondation. Cela peut empêcher une grossesse, mais ne permet pas d'en avoir. Et ce n'est pas efficace à 100%. Eh bien, les contraintes, c'est qu'un anneau
Une femme qui porte cela demande un entretien et un suivi. La suite, dans l'ordre alphabétique, il y a les calculs. Ce système est davantage connu sous le nom de méthode Ogino. C'est certes une méthode scientifique qui veut empêcher ou éviter la fécondation. Donc, ce qui est recherché, c'est la non-fécondation. Mais cela n'empêche pas, peut empêcher une grossesse, mais ne permet pas d'en avoir. Et les faiblesses ici, ce sont les erreurs de calcul avec l'irrégularité des règles du cycle. Eh bien, là, il suffit de se tromper de calcul ou de mal interpréter le début du cycle par rapport à la fin du cycle. Et bon, je ne dis pas en avant les dégâts, mais souvent il y a des surprises non désirées par les utilisatrices de la méthode Ogino. Et nous avons aujourd'hui à travers le monde beaucoup d'enfants Ogino. La contrainte ici, c'est vraiment également la vigilance. Le coït interrompu, eh bien, se recherche également à éviter une fécondation. Autrement dit, la rencontre des semences masculines et féminines. Cela peut empêcher une grossesse, mais ne permet pas d'en avoir. Mais en plus de cela, ses faiblesses principales, ce sont le fait que c'est souvent difficile et cela crée des frustrations. Je vous signale au passage que le coït interrompu est évoqué dans les Saintes Écritures, aussi bien dans la Bible que dans le Saint-Coran. Mais c'est très difficile et cela crée des frustrations. Rappelons que nous parlons dans le cadre de couple, parce que les gens qui ne sont pas en couple, ni le christianisme, ni l'islam, ne peuvent accepter justement des rapports sexuels pour des raisons théologiques et morales. Ceci, les contraintes, c'est que le retrait est souvent peu désiré. Et puis surtout, il faut de la communication entre les deux partenaires dans le couple pour justement observer le coït interrompu. Nous reviendrons en arrière. Voilà. Donc, nous avons dit, nous sommes là. Revenons donc au partage d'écran. C'est pour vous dire, hein, ici, nous étions allés jusqu'au coït interrompu. Nous allons retrouver cela. Nous retournons en arrière toujours. Nous cherchons à revenir en arrière. Alors, nous avons parlé du collier. Nous avons parlé du coït interrompu. Venons-en au collier à perles. Le collier à perles, bon, c'est un chapelet hein, qui a été conçu particulièrement pour les femmes analphabètes. Et ce qui est recherché, c'est la non-fécondation, pour dire les périodes où la femme ne serait pas féconde. Cela peut empêcher éventuellement une grossesse, mais ne permet pas d'en avoir. Et la grosse faiblesse du collier à perles, ce sont les risques d'erreur par manque de vigilance. Imaginez, bon, ceci peut arriver, hein? Une dame met son chapelet quelque part avec un point de repère bien précis. Un enfant passe, ramasse le chapelet et il va s'amuser avec. Allez, en avant. La femme ne sait plus où se trouvait son point de repère. Ceci a comme exigence, donc, encore une fois, beaucoup de vigilance. Le cône ou le diaphragme, ce sont les deux termes utilisés pour cet élément-là. L'effet recherché, c'est la non-fécondation.
Cela peut empêcher une grossesse, mais ne permet pas d'en avoir. Eh bien, parmi les faiblesses du cône ou du diaphragme, comptons le coût et le fait que c'est peu sûr. Quand bien même les gens vous disent que ce sont des produits qui sont subventionnés, à la longue, euh, ceci a quand même un coût. Ce n'est pas sûr non plus. Et cela crée un inconfort au niveau de la femme qui le porte. C'est-à-dire, eh bien, la contrainte ici, c'est la gêne. La gêne, c'est celle qui porte, hein, justement, un col. Les gris-gris, nous sommes en Afrique, et particulièrement au Sénégal, cela est connu. Combien de femmes, à combien de femmes il a été proposé de porter des gris-gris pour ne pas tomber en grossesse? Aha. Donc, ce qui est recherché, c'est la non-grossesse. Cela pourrait éventuellement empêcher une grossesse, mais ne permet pas d'en avoir. L'efficacité est douteuse. Et parmi les contraintes, d'aucuns estiment que ce serait archaïque. Je mets ça avec un point d'interrogation. Mais surtout, cela demande beaucoup d'éducation. En dehors des gris-gris, si nous revenons à un système scientifique, à savoir les implants ou les brins, ce sont des brindilles qui sont mises au niveau du corps de la femme, au niveau du bras généralement, c'est par une incision. Eh bien, un implant. Eh bien, ce qui est recherché comme effet, c'est la non-fécondation. Cela peut empêcher une grossesse, mais il faut savoir comment les choses se passent. Les brins vont dégager un produit chimique qui va aller au niveau justement de cette merveille que le Seigneur Dieu créateur a mise dans le corps de la femme, à savoir l'appareil de reproduction. Justement, les brins, à part le système des produits chimiques qu'ils vont envoyer au niveau des ovaires, eh bien, les ovaires vont recevoir des ordres pour ne pas faire mûrir des ovules. Donc, le processus naturel est bloqué avec ceci pour avoir des effets secondaires. Donc, et en plus de ça, il y a le coût, il faut le dire. Quand bien même, il faut, les gens vous disent que c'est subventionné. Et il faut un suivi médical et psychologique, c'est pas seulement psychologique. Donc, il faut reconnaître les faiblesses et les contraintes de cette méthode comme toutes celles que nous venons de vous exposer. Le lavement intime, c'est la suite. Ah non, parlons de l'injection ou des piqûres. C'est bon, au lieu d'implant, il y a des gens qui vous proposent une piqûre bon, pour empêcher la fécondation. Cela peut empêcher une grossesse, mais ne permet pas d'en avoir. Eh bien, là également, tous les médecins honnêtes vous diront que, bon, il n'est pas rare d'avoir des effets secondaires et quoi que l'on dise, il y a un coût et cela demande un suivi à la fois médical et psychologique. Nous pouvons maintenant parler du lavement intime. Eh bien, oui, vous proposez à une femme de faire un bain intime, un lavement intime après le rapport avec son mari pour empêcher une fécondation. Bon, donc cela peut éventuellement empêcher donc une grossesse, mais ne permet pas d'avoir une grossesse. Ce n'est pas efficace à 100%. Par honnêteté intellectuelle, il faut le reconnaître. Donc, voilà, les contraintes, c'est bon, un oubli ou bien un défaut de minutie pour faire que bon, le couple, et pas seulement la femme, peut avoir des surprises désagréables. Nous en arrivons à la ligature des trompes. Eh oui, nous vous avons mis cela en rouge au niveau de la vidéo, la ligature des trompes, parce que vous allez le voir, nous avons une image qui illustre
l'un des effets de la ligature des trompes. Toujours est-il que l'effet recherché, c'est la fécondation. Et les capacités réelles, ça empêche une grossesse, mais ne permet pas d'en avoir. Il y a des effets secondaires et ceci demande un suivi médical et psychologique. Quand je parle d'illustration, il nous est arrivé ceci, une heureuse expérience. Avec un avocatier, un jeune plan, quand nous avons voulu lui mettre une ficelle et attacher ça à un autre endroit de telle sorte que le plan puisse rester droit, à notre grande surprise, avec le temps, eh bien, la tige de notre avocatier a continué à se développer et très rapidement, ou petit à petit, pardon, il s'est trouvé que là où il y avait la ficelle, eh bien, la tige, parce que c'est une plante ligneuse, en grossissant, eh bien, est venue entourer cette ficelle qui l'empêchait de respirer et de se développer normalement. Alors, la question que nous nous sommes posée, et nous avons envoyé cette image justement à des agents de la SPF, et pas n'importe lequel, eh bien, j'ai envoyé cette image le 19 octobre 2022 pour dire, et si la ligature des trompes avait le même effet sur les trompes que cette ficelle, que cet avocatier, cette plante qui a été ligaturée, parce qu'il y a ces ligatures et ligatures. Alors, voilà ce qu'il en est de la ligature des trompes, à bon entendeur, salut. Nous avons ici, au niveau de notre vidéo, une ligne noire. En fait, il y a là quelque chose sur laquelle nous reviendrons plus tard. Passons aux pilules abortives. Oui, il ne faut pas simplement dire pilule, il faut ajouter abortive parce que elles interviennent généralement après les rapports et il y a de forts risques que ce soit après la fécondation. Et nous allons voir que ce qui intervient après la fécondation n'est plus un contraceptif, mais un abortif. Ce qui est recherché toujours par les pilules abortives, c'est la non-fécondation. Cela peut empêcher, naturellement, une grossesse, mais ne permet pas d'en avoir. Et les faiblesses, il faut compter des effets secondaires et le coût. Hein? Eh bien, la contrainte, bon, il y a le coût qui est déjà une contrainte, mais il faut un suivi médical et très souvent astreignant. La pommade spermicide, cette pommade spermicide, eh bien, ce qui est recherché, c'est toujours la non-fécondation. Cela peut empêcher une grossesse, mais ne permet pas d'en avoir. Eh bien, la contrainte qui vient s'ajouter à la faiblesse, c'est la qualité qui n'est pas toujours garantie. Qualité qui peut être mise en question ou douteuse au niveau de la fabrication, mais également dans les conditions de conservation et de vente. Le préservatif partage avec ce le préservatif partage avec la pommade spermicide, eh bien, certaines de ces difficultés et de ces faiblesses-là. Nous allons le voir. En effet, bon, le préservatif recherche comme effet la non-fécondation. Cela peut empêcher une grossesse, mais ne permet pas d'en avoir. Il y a un problème de coût au niveau des faiblesses et la non-efficacité à 100%. Voilà donc pour le préservatif. Et nous avons dit que il y a certaines faiblesses que le préservatif partage avec la pommade spermicide, c'est que la qualité peut se poser au départ, un problème de fabrication,
mais surtout un problème de conservation euh, qui peut diminuer l'efficacité du préservatif. Mais nous disons que justement, ce préservatif-là euh, pose beaucoup de problèmes, au-delà même de ce que nous venons de dire là. Nous sommes sûrs et persuadés, scientifiquement et moralement, il vaut mieux apprendre aux gens à être bien éduqués et à se maîtriser que leur donner des moyens qui vont leur donner faciliter, j'allais dire, la tâche, entre guillemets, pour faire n'importe quoi. Malheureusement, la prolifération et la facilitation d'accès aux préservatifs fait baisser les mœurs. Bon, mœurs au singulier et les mœurs au pluriel. Et ce sont là des raisons pour lesquelles les responsables religieux, aussi bien les musulmans que les chrétiens, ne sauraient faire la promotion des préservatifs. Il faut appeler un chat un chat. Ceci ne veut pas dire que dans un couple, qu'il arrive des moments où le préservatif s'impose. Quand dans un couple, il y a quelqu'un qui est malade et qui risque de transmettre justement une maladie sexuelle à son partenaire ou à sa partenaire, l'Église recommande même dans ce cas-là l'utilisation du préservatif pour sauver le couple. Mais comment voulez-vous distribuer des préservatifs à des jeunes ou en faire la promotion? Bon, autant leur dire, allez-y, faites comme vous voulez si vous utilisez cet article-là. Je suis désolé, mais moi, en tant qu'éducateur, bon, euh, c'est pas seulement pour défendre le langage ou la chanson ou la partition d'une religion ou d'une autre. Je vous parle scientifiquement et moralement des choses qui peuvent sauvegarder encore une fois la dignité humaine. J'ai souvent eu à dire à des jeunes, même des étudiants particulièrement, surtout vous les femmes, vous les filles, refusez que les gens fassent de vous une usine, une fabrique de plaisir, une simple boîte à plaisir. Je suis désolé de parler aussi ouvertement, mais en éducation, il y a des moments où il faut mettre le doigt sur la plaie. Continuons avec le stérilet. Le stérilet, communément appelé aujourd'hui, ou par pudeur, pudiquement appelé DIU, dispositif intra-utérin, et communément connu sous le terme d'appareil. Bon, en réalité, le stérilet n'empêche pas la fécondation. Le stérilet est placé dans le corps de la femme, encore une fois, cette usine merveilleuse que le Seigneur nous a confiée. Eh bien, le stérilet est placé dans l'utérus, que j'appelle un hôtel 5 étoiles, où l'être humain à venir, il peut vivre pendant 9 mois sans avoir besoin de l'extérieur pratiquement, où il a tout avec frigo bar, tout ce qu'il faut pour se nourrir, tout ce qu'il faut, etc., etc. Eh bien, le stérilet placé là va empêcher à l'ovule fécondé de procéder à la nidation. Donc, le stérilet n'empêche pas la conception, mais empêche la nidation. Or, en christianisme, et beaucoup de gens de l'islam le reconnaissent, le début de la vie humaine, objectivement parlant, il faut le placer à la fécondation. Parce que si ceci n'est pas fait, qu'est-ce qui va arriver? Il y a des gens qui vont vous dire, jusqu'à tant de semaines, ce n'est pas encore un être humain. Jusqu'à tant de mois, ce n'est pas encore un être humain. Où est-ce que vous allez placer la barre? Pour être objectif, nous sommes obligés de placer le début de la vie humaine à la fécondation. Donc, supprimer la vie après la fécondation, vous non seulement vous ne faites plus de la contraception, mais vous provoquez un avortement. Et ceci, j'ai eu à le dire à un médecin. Bon, c'est vrai que nous étions déjà très familiers, mais quand je lui ai dit, mais
comment se fait-il que vous placiez le stérilet parmi les contraceptifs? Parce que ce n'en est pas un. Il me dit, mais comment pouvez-vous dire cela? Bon, pour deux raisons. La première, c'est que sur le plan sémantique, eh bien, contraception veut dire qui est contre la conception, qui empêche la conception. Or, le stérilet n'empêche pas la conception. Déjà là, il y a une erreur, pour ne pas dire un mensonge. Mais le deuxième élément, c'est que le stérilet, empêchant la nidation, c'est à un être humain qui est déjà formé qu'il empêche de planter sa tente. Donc, il supprime une vie humaine. Donc, le stérilet non seulement n'est pas un contraceptif, mais c'est un abortif. Alors, quand j'ai dit à ce médecin une telle vérité, la seule chose qu'il a eu à me dire, c'était que nous autres, les éducateurs, laissons-les faire le travail. Bon, voilà où nous en sommes. Ben, les faiblesses de cette méthode-là, ce sont des effets secondaires, le coût, et puis le fait que c'est abortif et non contraceptif. Le stérilet ou DIU, ou appareil encore une fois, demande un suivi médical astreignant. Et il n'est pas rare que des femmes qui portent le stérilet connaissent des saignements, ce qui est très désagréable. Alors, continuons toujours dans l'ordre alphabétique. La stérilisation masculine. Eh oui, ceci est pratiqué volontairement ou involontairement dans certains pays ou dans certaines contrées. Ce qui est recherché ici, c'est la non-fécondation. Eh bien, les capacités réelles, cela peut empêcher une grossesse, mais ne permet pas d'en avoir. Et surtout, la stérilisation est malheureusement définitive et à sens unique. Et ce sont les faiblesses, ce sont les effets secondaires avec le coût. Il n'est pas rare que des hommes qui ont subi, il faut parler de subir, hein, la stérilisation, que ces gens-là aient des problèmes de psychologie et demandent à être suivis. À côté de la stérilisation masculine, posons aussi le problème de la vasectomie, la section des trompes. Alors là, c'est radical. Effectivement, l'effet recherché, c'est la non-fécondation. Oui, parce qu'une fois que les trompes sont coupées, les semences féminines, le passage est détruit sur le chemin où passent les semences féminines pour rencontrer les semences masculines. Eh bien, cela empêche une grossesse, mais ne permet pas d'en avoir. Là également, il y a des effets secondaires physiques et psychologiques avec un coût. Et ceci demande un suivi psychologique. Il nous a été compté ceci dans nos formations et il a été rencontré des femmes qui, à un moment donné, ont voulu être radicales en matière pour ne plus avoir des enfants. Et à l'insu de leur époux, elles ont fait procéder à la vasectomie. Le mari, comme nous sommes dans une culture où le mari peut avoir plusieurs épouses, eh bien, ses co-épouses à cette femme-là ont continué à avoir des enfants. Et à un moment donné, la femme qui a demandé et obtenu la vasectomie pour elle-même, elle s'est rendue compte que en ayant moins d'enfants que ses co-épouses, elle va être pénalisée au moment justement du partage des biens de leur mari à la mort de celui-ci. Donc, bon, malheureusement, son constat, elle n'y peut plus rien et certaines femmes ont perdu la tête à ce constat et devant l'impossibilité l'impossibilité d'avoir d'autres enfants. Donc, faisons attention, donnons toutes les informations aux gens qui se présentent à nous, justement pour arriver encore une fois à une parenté responsable. Et c'est là, justement, que nous en arrivons à, si vous vous souvenez, il y avait une bande qui était en noir, parce que nous voulons finir cette présentation des méthodes dites contraceptives. Nous voulions finir par la PFN. Autrement dit, nous avons gardé le meilleur pour la fin. PFN, encore une fois, il faut dire PFNS, planification
familiale naturelle scientifique. Là, je n'ai pas mis au niveau de l'IBL, je n'ai pas mis contraceptif parce qu'il ne s'agit pas de contraception ici. Alors, l'effet recherché ou les effets recherchés, c'est soit la non-fécondation et ou la fécondation. Autrement dit, avec la PFNS, le couple peut chercher à retarder, à ne pas avoir une fécondation ou bien rechercher une grossesse. Ceci voudrait dire que tous les couples sont intéressés par cette méthode-là. Malheureusement, en matière de communication, il y a des erreurs qui sont souvent commises. En fait, c'est un manque d'information et de formation. Imaginez un centre de soins où, aux alentours de 11 heures, quelqu'un se présente devant le public et il va dire, justement, et nous le faisons dans le cadre de nos formations à la PFN, hein, imaginez quelqu'un qui s'amène, qui bat des mains et qui demande à toutes ces dames, venez, 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 on va vous apprendre comment faire pour ne pas avoir des enfants. Mais une grosse erreur, parce que déjà, la planification familiale, elle n'est pas faite, eh bien, pour ne pas avoir des enfants. Elle est faite pour espacer les naissances. Ça voudrait dire que la planification familiale doit être utile à ceux qui veulent retarder les naissances légalement ou ceux qui recherchent des grossesses. Pire, la femme qui dit cela à un groupe de mamans ou même de jeunes filles indistinctement, elle ne sait pas que parmi les femmes auxquelles elle s'adresse, eh bien, certaines, quand bien même elles ont un enfant dans les bras, ce n'est pas le leur. Et très souvent, parmi ces femmes-là, il y en a qui ont épuisé toutes leurs économies chez les gynécos, chez les marabouts, etc., pour avoir un enfant et elles ne sont pas arrivées à en avoir. Alors, vous convoquez ces femmes-là pour leur dire, venez, on va vous montrer comment faire pour ne pas avoir un enfant. Mais vous les avez insultées. Il y a un autre domaine d'erreur, c'est que ces femmes-là, à 11 heures, la plupart du temps, elles sont pressées d'arriver à la maison avec l'enfant qu'elles ont qui est malade ou elle-même qui est malade. Elles sont pressées d'arriver à la maison pour préparer le repas pour les enfants qui vont venir. Alors, vous voyez, le manque de formation et d'information, toutes les erreurs que cela peut faire commettre, même à des intervenants. Bon, c'est là que je me retrouve avec cette complainte de Yahvé en Osée 4, 6, où il dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Enfin bref, la même dame aurait dit à ce public féminin, veuillez nous excuser, nous savons que vous êtes fatigué, ou vous êtes malade, ou vous portez un enfant malade. Eh bien, nous savons que la plupart parmi vous voulez retourner à la maison pour préparer le repas. Mais si vous voulez bien nous accorder juste quelques minutes, ce ne sera pas long. Nous allons causer avec vous pour vous montrer comment faire quand vous voulez avoir un enfant. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire avec votre époux? Quel comportement et quelle communication? Au contraire, si vous voulez retarder ou remettre à plus tard l'invitation à la vie à un nouveau bébé, nous vous montrerons aussi quel comportement faire. Mais là, toutes les femmes sont à l'aise et il est sûr et certain qu'elles vont accourir en sachant que d'une manière ou d'une autre, elles sont concernées et intéressées et que par ailleurs, ce ne sera pas long. Voilà donc, sur le plan pédagogique, eh bien, autant de choses que les formateurs et les formatrices devraient avoir. Toujours que pour rester avec la PFM, elle va justement dans cette direction-là pour empêcher une fécondation ou rechercher une fécondation. Les capacités réelles de la PFNS, c'est ça, effectivement, elle permet cette planification familiale naturelle, elle empêche une grossesse et permet aussi d'en avoir. Parce que si la femme sait bien, comme nous avons dit, a bien appris, elle est bien formée et communique avec son époux, si le couple est bien formé, eh bien, en ce moment-là, les gens pourront savoir les périodes de fécondité et les périodes de non-fécondité. Mais il y a des conditions comme
ku bëgg akara ñeme kaani qui veut la fin doit accepter aussi les conditions. Ici, il y a nécessité de l'auto-observation et du dialogue en couple, sans quoi ça ne marche pas. Alors, que les gens, certains vous disent, c'est une affaire de religieux, c'est une affaire de petites gens, ce n'est pas sûr, mais c'est justement minimiser la capacité de compréhension et de communication dans les couples et minimiser aussi leur souci de préserver leur dignité. Allons plus loin. Donc, les contraintes ici, c'est évidemment la formation et le dialogue dans le couple. Et puis surtout, l'adultité. Nous qui avons fait les sciences de l'éducation, c'est un terme qui nous est très cher. Donc, l'adultité. Faire preuve que vous êtes adulte, capable de réfléchir et de vous comporter dans le sens de la dignité et des idéaux que vous vous êtes fixés. Alors, nous avons parlé de référents théologiques. Nous avons parlé de référents scientifiques avec la présentation d'un tableau des différentes méthodes dites contraceptives. Attardons-nous quelque temps sur les référents éthiques qui sont partagés entre chrétiens et musulmans. Justement, la PFNS est respectueuse de la dignité humaine. Elle est utilisable dans les deux sens. Elle appelle à la communication dans le couple et favorise les échanges entre gens d'horizons divers. Voyez donc, eh bien cela, la communication et le respect mutuel sont fortement recommandés par les deux religions dans la perspective d'une parenté responsable. Voilà, nous vous avons dit que c'est là un terme très cher à l'ASPF et un terme, un comportement et un objectif recherché par la PFNS, la parenté responsable. Que dans un couple, les gens sachent qu'ils sont responsables des enfants qu'ils invitent à la vie. Responsables sur le plan moral, responsables sur le plan physique et sur le plan physiologique. Il ne suffit pas d'amener un être humain à la vie, mais il faut l'accompagner aussi pour en faire justement un enfant digne. La quantité ici ne suffit pas, il faut aussi viser la qualité. Eh bien, cette parenté responsable suppose la collaboration dans le couple, la collaboration entre les conjoints et une formation qui permette de ramer dans le même sens et de façon complémentaire. Parenté responsable. Contrairement à cette idée communément admise ici au Sénégal, où les gens vous disent facilement, pour vous dire que bon, de toute façon, vous pouvez faire autant d'enfants que vous voulez, Dieu pourvoira toujours à leur subsistance. Ah, nous sommes désolés. Il y a le bahna, Dieu est grand, mais il nous laisse gérer notre vie et il peut rester là à regarder et à laisser faire. Voilà, c'est là que nous allons poser une halte pour marquer la fin de la partie 3 de notre enseignement sur justement la PFNS, lieu et facteur de communion entre chrétiens et musulmans. Nous vous donnons rendez-vous à la prochaine vidéo justement pour finir cet enseignement. Et voilà, nous vous l'avons annoncé. Nous nous arrêtons là et vous donnons rendez-vous à la prochaine vidéo.